Dimanche 28 août 2022, mesdames et messieurs, bonjour. C'est tout un plaisir pour moi de vous retrouver sur cette tranche dominicale, un peu spéciale aujourd'hui, spéciale par le nombre d'animateurs. Les garçons, ou plutôt les hommes, j'allais dire, les hommes ont pris quelques jours de convenance, donc aujourd'hui, je serai avec Derrick Olaogun pour la traversée jusqu'à 14 heures. Derrick, bonjour à vous. Bonjour Angèle, bonjour amis téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Super bien, Jérôme. Ah bah aussi. Alors, mesdames et messieurs, la trame de cette émission, vous la connaissez déjà, c'est la première destination. Ce sont les différentes séquences de l'actu. En fait, nous revenons un peu sur ce qui a fait l'actualité la semaine. Vous allez voir ces irrégularités dénoncées dans le processus électoral pour l'AG de l'UPMB. Nous allons revenir sur le séminaire de la rentrée avec d'autres actualités. Après l'actu en 7, destination prochaine, c'est bien évidemment l'entretien qui démarre à partir de 10 heures. Dans l'entretien, nous allons revenir un peu sur cette fusion, cette grande cérémonie que vous avez certainement suivie sur nos antennes, qui a eu lieu dimanche dernier au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, fusion UP-PRD. Nous allons parler maintenant de l'après-fusion et évoquer bien évidemment ce premier test de solidité de cette mise ensemble qui est 2023. Après l'entretien, nous allons retrouver le duel qui sera une nouvelle diffusion aujourd'hui, puis l'hebdo des éditorialistes qui vous sera animé aujourd'hui par Derrick Olaogun, puis après le débriefing. Voilà un peu la charpente de ces heures d'émission, mesdames et messieurs. Bienvenue donc, on y va pour la première destination. Et sans plus tarder, on enchaîne avec la toute première séquence. On va parler de cette AG reportée de l'UPMB. Nous allons parler également du séminaire de préparation de la rentrée, de cette conférence publique de la CSA et bien d'autres informations dans cette toute première destination. Les journalistes membres de l'Union des professionnels des médias UPMB devraient élire ce 27 août 2022 le bureau de la 7e mandature de la fêtière. Ceci à travers une assemblée générale statutaire. Mais les assises ont été reportées au jeudi 1er septembre prochain. Selon un communiqué du président du comité d'organisation, un groupe de journalistes a adressé une correspondance au commissariat central de Cotonou demandant l'annulation de l'AG en évoquant des raisons de trouble à l'ordre public. En effet, cette semaine déjà, des voix se sont élevées au sujet de la liste électorale que compte utiliser le comité d'organisation pour ce scrutin. Elle n'est pas exhaustive, a dénoncé le directeur de campagne du candidat, Josué Merhueno. Il se fait que le comité d'organisation s'est réuni et a rejeté beaucoup de personnes qui ont déposé les dossiers pour pouvoir participer à cette AG. Nous ne dénions pas le droit à ce comité d'étudier les dossiers et d'apurer la liste. Seulement que le problème qui se pose, c'est un problème de repères et de liste témoins. Sur quelle base on atteste de la qualité de membre de quelqu'un? Les tests disent que pour que quelqu'un soit membre de l'Union des professionnels des médias du Bénin, la personne fait sa demande et le bureau étudié soumet à l'Assemblée générale ordinaire qui permet de valider l'appartenance de la personne à l'Union. Il se fait que depuis 2015, donc depuis 7 ans, il n'y a plus d'Assemblée générale ordinaire qui ait validé l'adhésion d'un quelconque membre à l'Union des professionnels des médias du Bénin. Dans ce sens, ça veut dire quoi? Si nous devons nous baser sur une liste, tout au moins, ça doit être la liste validée au niveau de l'Assemblée générale en 2015 ou tout au moins la liste des gens qui ont participé à l'Assemblée générale élective de 2016. Mais contre toute attente, le comité d'organisation voulait se baser sur la liste de présence des participants à l'AG de 2019, ce qui n'est pas légal, dénonce Dieudonné Katakula. Pour nous, l'utilisation même de la liste des participants, ou du moins de la liste de présence à l'Assemblée générale de 2019 n'est pas légale. Parce que, voyez-vous, le bureau qui est là aujourd'hui, dirigé par Madame Zakiat Latouji, est un bureau qui est déjà même composé de personnes qui n'ont même pas qualité à appartenir à ce bureau. Aujourd'hui, ils ne sont pas capables de sortir un répertoire des membres de l'Union qui puisse faire l'unanimité. Nous n'avons pas à disposition aujourd'hui les PV et autres. Donc,
On ne peut pas sur une base arbitraire parce que en 2019, on a voulu se faire réélire. Il n'y avait pas une concurrence. On a apporté, excusez-moi un terme vulgaire, du bétail électoral qu'on a inséré dans la liste et ces gens-là ont voté en lieu et place même des professionnels qui sont membres de l'Union, qu'aujourd'hui nous allons accepter que ces mêmes qu'on a convoyés aujourd'hui, on les laisse sur la liste et on enlève les gens sous prétexte qu'ils n'étaient pas présents, qu'ils ne sont pas sur une liste, alors que beaucoup de gens sont membres de l'Union. Cette situation pose un sérieux problème de crédibilité de cette élection, a expliqué Agapit Napoléon Baforican, responsable de médias, ce 26 août. Ce qui se passe aujourd'hui à la veille de l'Assemblée générale statutaire donc élective de l'UPMB est quand même extrêmement inquiétant, dans la mesure où depuis une semaine, donc depuis la clôture du paiement de date de délai imparti aux membres pour payer et leurs arriérés de 3 ans afin de participer à cette Assemblée générale, aucune liste formelle n'a été sortie. Des listes sont publiées, retouchées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'un professionnel des médias est formellement invité à participer à cette Assemblée générale. Ce qui pose déjà un problème de crédibilité de cette élection. La matière première de l'élection, c'est la liste électorale. C'est les inscrits, c'est les électeurs. Et si à la veille, on retouche encore cette liste, si à la veille, les membres du bureau ne se mettent pas d'accord sur cette liste, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Si on est à vieille initiative, acte d'huissier, saisine de procureur, et ministère de l'Intérieur, donc il y a assez de flou autour de cette question pour que le bureau puisse foncer et organiser ces élections. Sagement, l'avis du professionnel que je suis, c'est que cette élection ne peut pas se tenir raisonnablement, ne doit pas se tenir parce que les conditions d'une élection régulière ne sont pas réunies. Les conditions d'une élection régulière à l'UPMB aujourd'hui ne sont pas réunies. Il ne s'agit pas de dire on va aux élections. La question est de savoir est-ce que vous avez fait ce que vous devez faire. Ce qui a été fait est en violation des tests de la fêtière, s'insurge Agapit Napoléon Baforican, président des États généraux de la presse de 2002. Là, foncer droit, c'est foncer vers l'abîme. Parce que irrégularité, tripatouillage, manipulation des listes sont des faits sanctionnés par le code pénal. Et donc, si le bureau actuel fonce de cette manière, et il se fait qu'un bureau ressort de ce cafouillage, quelqu'un comme moi n'accepterait pas parce que je suis candidat à rien, je n'ai pas un candidat particulier, mais il est évident que nous ne pouvons pas laisser cette profession évoluer de cette manière-là, dans la mesure où on est encore les garants d'un certain nombre de repères. Et ça, c'est pas sans prendre des coups, on en a pris suffisamment. Donc on ne peut pas laisser ce qu'on a bâti difficilement s'effriter par des agendas personnels, privés, de ceux à qui on a légué la structure. Il faut que les professionnels des médias soient pris au sérieux. Il faut que le débat professionnel soit mis devant les ambitions personnelles et que nous puissions peut-être rebâtir une nouvelle UPMB beaucoup plus cohérente, organisée. Et quand il dit nous, c'est un peu quatre, avec les concours des anciens concours dont nous commençons pas à être, mais avec les plus jeunes aujourd'hui, les plus jeunes qui sont dans la dynamique du respect des normes et surtout d'une certaine éthique dans la gestion de leur carrière et de leur ambition. La presse est peut-être le secteur le moins impacté positivement depuis l'avènement du président Patrice Talon. Tout simplement parce qu'on a l'impression que la rupture ne trouve pas en face d'elle des protagonistes sérieux. On a l'impression que la profession a disparu. Restons toujours dans les médias pour cette fois-ci évoquer ce concours de production médiatique lancé par le réseau des médias pour la coopération sino-béninoise dans le cadre de la célébration des 50 ans du rétablissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Bénin. Que décembre 1972 à décembre 2022, cela fera donc 50 ans que les relations diplomatiques entre le Bénin et la Chine, entre-temps suspendues, ont été rétablies. C'est donc pour ne pas laisser passer inaperçu la célébration de ce cinquantenaire d'amitié entre la Chine et le Bénin que le réseau Médias pour la coopération sino-béninoise a pris celui d'initier, avec le soutien et l'accompagnement de l'ambassade de la République populaire de Chine près le Bénin, un concours
de production de contenu média sur le thème 50 ans du rétablissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Bénin, la Chine au cœur du développement du Bénin. Le concours lancé par l'ambassadeur de la Chine près le Bénin est ouvert du 27 août au 30 septembre 2022 à tous les professionnels des médias pour des productions de fonds portant sur différents sujets relatifs aux thèmes retenus. Pour prendre part au concours, le candidat doit présenter pour les journalistes de la radio et web radio une réalisation radiophonique de 7 minutes au moins sur support numérique. Pour les journalistes de la télévision et web TV, une production TV de 7 minutes au moins sur clé USB en version Flash. Pour les journalistes de la presse écrite et de la presse digitale, un article de presse présenté en 4 pages A4 au plus de 60 signes par ligne et de 25 lignes par page et la photocopie de l'article publié dans un journal. L'article ne doit pas excéder une page de format tabloïd ou une demi-page de format A3. Pour les photojournalistes, 20 copies de photos de presse publiées dans un média, joindre à chaque photo une note indiquant le sujet ou le contexte est relatif, avec la preuve de la publication pour ceux qui vont faire des dépôts physiques. Toutes les œuvres doivent avoir des droits de propriété intellectuelle indépendants. L'ambassadeur de la Chine près le Bénin attend des productions originales qui répondent surtout à des questions telles que: quel est l'état des relations et de la coopération entre la Chine et le Bénin? Pour quelles raisons les relations, cette coopération sont aussi bonnes et fructueuses? Et dans l'avenir, comment faire promouvoir et porter ces relations à une nouvelle étape pour les prochaines cinquantenaires? Les acteurs du secteur de l'éducation ont évalué cette semaine les réformes en cours dans le secteur de l'éducation, évalué les difficultés et énuméré les perspectives pour les années à venir. C'était à la faveur de la 2e édition du séminaire de préparation de la rentrée scolaire et universitaire. Ensemble, avec les ministres en charge de l'éducation, nous avions envisagé et organisé un séminaire de préparation de la rentrée scolaire et universitaire les 18 et 19 août 2021. À la mise en œuvre des recommandations qui en sont issues, nous avons constaté que les résultats sont plutôt probants en raison des changements appréciables obtenus. C'est pourquoi la volonté de réitérer cette activité et peut-être de l'institutionnaliser a été affirmée. Malgré les efforts notables et la détermination perceptible des différents acteurs du secteur de l'éducation, et après une évaluation sommaire, nous avons constaté que des progrès indéniables ont été réalisés. Mais ils ne sont pas encore suffisants. Ils ne sont pas encore suffisants pour offrir au peuple béninois un système éducatif de grande qualité. Des efforts, et encore des efforts, restent à tous les niveaux à faire. Des efforts restent à faire pour renforcer davantage l'accès à la formation et la rétention dans la formation dans l'équité. La qualité de la formation dans l'équité. La qualité de l'encadrement de la formation. La qualité des infrastructures. La qualité de la gouvernance du secteur dans ses différents aspects. Initié depuis 2021, le séminaire de préparation de la rentrée est une collaboration entre le Conseil national de l'éducation et les ministères des 3 ordres de l'enseignement. Ces assises sont pour les participants l'occasion de disposer de repères pour les actions prioritaires à réaliser tout au long de l'année scolaire et universitaire 2022-2023. C'est le moment de faire le bilan des actions prescrites par le séminaire de l'année scolaire et universitaire écoulée et de planifier celle de l'année qui s'annonce. La feuille de route que vous nous avez confiée et les recommandations que vous nous avez prescrites ont été rigoureusement mises en œuvre et
régulièrement évaluée sous le leadership éclairé du président du Conseil national de l'éducation. Ceci a permis de conduire l'année scolaire universitaire avec les résultats satisfaisants constatés à l'évaluation de tous nos apprenants. Ce constat est gage de la nécessité à perpétuer cette expérience porteuse. Cette nouvelle approche de gouvernance de notre système éducatif cadre parfaitement avec la vision du gouvernement qui place l'éducation au rang des secteurs de développement économique de notre pays. Dans quelques semaines, l'école béninoise ouvrira encore ses portes. C'est en préparation de cet événement de portée nationale que vous êtes conviés à réfléchir pendant 2 jours aux conditions d'une bonne rentrée des classes et d'un déroulement sans anicroche d'une année scolaire et universitaire au profit de nos enfants. Ce séminaire est donc de grande importance. Il nous permettra, dans un contexte fait de contraintes sanitaires, géopolitiques, économiques et sécuritaires, de recenser et de programmer dans un chronogramme pertinent les activités prioritaires, utiles, nécessaires pour la rentrée scolaire 2022-2023. La mise en œuvre diligente des recommandations issues de ce séminaire nous permettra de poser encore un jalon vers notre quête, la quête d'un système éducatif de qualité pour notre pays. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin a organisé ce vendredi une conférence publique pour dénoncer la vie chère après la dernière rencontre gouvernement-syndicat tenue en avril. 6 mois après les manifestations contre la cherté de la vie qui ont eu lieu en février 2022, rien n'a changé selon la Confédération de Anselme Amoussou qui proteste contre l'utilisation de l'échéance de novembre pour ne pas prendre en compte les autres urgences sociales. Comment peut-on comprendre que le gouvernement se contente d'annoncer une augmentation conditionnée pour le mois de novembre et se refuse ensuite d'examiner les urgences sociales évidentes? Pourquoi sommes-nous encore en train de payer le SMIC à 40 000 francs alors même que depuis plus de 5 mois, un accord a été conclu entre employeurs, travailleurs et gouvernants pour le porter à 52 000 francs. Je voudrais encore une fois rappeler les objectifs de cette manifestation syndicale. Rappeler au gouvernement et au président Patrice Talon que la cherté de la vie au Bénin n'a pas disparu et qu'au contraire, l'inflation à tous les niveaux s'aggrave. Protester contre l'utilisation évidente de l'échéance du mois de novembre comme un épouvantail qui détourne le gouvernement de l'examen des autres urgences sociales, comme par exemple le contrôle des prix, la publication du décret relatif au SMIC, la question de la hiérarchisation des salaires, l'extension de la durée des contrats signés avec les AME, exiger la poursuite des négociations en vue de l'examen par la commission de négociation des propositions relatives aux augmentations de salaires et de pensions attendues pour le mois de novembre 2022. Les travailleurs conviés à cette conférence publique se sont aussi prononcés sur leurs attentes. Ce que moi je demande au gouvernement, soit on ramène les prix des denrées à leur niveau d'entretemps, ou bien on augmente simplement les salaires. Les travailleurs attendent impatiemment le décret portant relèvement du SMIC de 40 à 52 000 francs. Moi, je parlerai des denrées alimentaires. Si je prends par exemple la semaine passée, l'huile était à 28 000 francs. L'huile de 25 000 était à 28 000. Mais dès ce lundi, au marché de Dantokpa, l'huile est passée de 28 000 à 32 700 francs. Voilà donc pour ce qui est la première destination. Nous allons voir le second élément. Cette fois-ci, c'est pour revenir sur ce qui s'est passé un peu à Porto Novo et après dimanche, ce que l'Union progressiste, le Renouveau a fait dans la semaine. On switch et puis on revient.
Voici le logo du parti Union progressiste Le Renouveau qui va figurer le 8 janvier prochain sur le bulletin unique. Le baobab, auréolé de l'arc-en-ciel, a été dévoilé dimanche 21 août 2022 au stade Charles de Gaulle de Porto Novo à l'issue de la cérémonie officielle de fusion des partis UP-PRD. Le processus a été conduit à terme par ces hommes qui se sont lancés un défi, celui de se faire mutuellement confiance pour ne pas subir le sort du scorpion et de la grenouille dans la fable de La Fontaine. Pour la première fois, deux grands partis fusionnent, non pas par l'absorption de l'un par l'autre, mais par la création d'une nouvelle entité respectueuse de ce que chacune a d'essentiel, c'est-à-dire son identité, représentée par son logo, mais avec une dénomination commune dans laquelle chacun se retrouve. UP Le Renouveau. Oui, Jo, nous l'avons fait, mais il nous reste beaucoup à faire. Beaucoup à faire pour bannir à jamais la défiance, c'est-à-dire la confiance trahie qui entraîne le blocage, la paralysie, les crises et la violence. Lorsque hier, à 18h, vous m'avez présenté à signer un protocole d'accord et des statuts de 150 articles, je vous ai répondu que je signerais l'un et l'autre sans même les lire, quels que soient les ajouts ou les rétractations qu'ils peuvent contenir. Ce qui compte à mes yeux, ce qui compte aux yeux de ceux qui m'entourent, ce qui compte aux yeux des milliers de militants du PRD, c'est la parole donnée. Nous avons suscité tant d'espoir, tellement d'espoir, que nous ne pouvons nous permettre de finir comme la grenouille et le scorpion de la fable. Le scorpion qui a demandé à la grenouille de la prendre sur son dos pour traverser la mare et qui, en pleine traversée, a piqué la grenouille, a connu le même sort que la grenouille. Et à Joseph Djokbenou de répondre. Il est possible que la confiance entre les responsables soit porteuse d'une alchimie positive ou que la conscience des défis majeurs de politique interne et internationale soit l'énergie impulsive du dépassement de soi. À la vérité, il n'y a pas d'échec dans le temps historique, aussi bien que c'est à l'ancienne corde que l'on tisse la nouvelle, aussi avérée est la contribution de toutes les initiatives tentées, suspendues ou reprises à la célébration des résultats de ce jour. Le doute, la prudence, l'inquiétude, le scepticisme, voire la suspicion marqueront encore les rapports entre militants au sein du parti unifié. Il est de notre responsabilité de créer les conditions objectives d'une confiance durable qui nourrit la conviction politique digne des suffrages de nos concitoyens. Il nous faut, sans retard, nous mobiliser en vue de mobiliser nos concitoyens autour des enjeux vitaux de la nation. Le requiem du PRD ainsi chanté, le défi de la confiance mutuelle lancé, place aux travaux internes pour positionner l'Union progressiste Le Renouveau au rang de premier parti sur l'échiquier politique. Et pour ce faire, Porto Novo a été désigné pour abriter le siège national du parti politique.
Quant à la gestion des hommes, un bureau politique de, tenez-vous bien, 111 membres a été mis sur pied. On y retrouve, sans grande surprise, des caciques de feu parti du renouveau démocratique tels que Falilou Akadiri, Raphaël Akotegnon, Charlemagne Renfort. Pas de trace du président Adrien Hongbeji, ni dans le bureau politique, encore moins dans la direction exécutive nationale du parti, dans lequel le présidium de l'UP est maintenu, à savoir Joseph Diogbenou au poste de président, Chabi Talata, première vice-présidente, et Gérard Benanchi, deuxième vice-président. Un présidium qui fait la part belle à la jeunesse selon Annick Jimadja, secrétaire permanente à la communication du parti. Si vous observez bien la composition du présidium, le présidium dirigeant est fait de jeunes. Vous avez le président qui est le professeur Joseph Diogbenou, qui est un jeune. Vous avez la première vice-présidente, qui est également la vice-présidente du Bénin. Je vais parler de Madame Mariam Chabi Talata, qui est une jeune femme. Et vous avez également le deuxième vice-président, l'honorable Gérard Benanchi, qui est également un jeune. Et donc ce présidium est l'image de la place que désormais la jeunesse va occuper dans ce parti. La jeunesse également, la femme, puisque dans ce nouveau parti, la femme prendra réellement la place qui lui revient en tant qu'acteur majeur de développement dans ce nouveau parti. Et donc je pense que les jeunes, que ce soit les jeunes ou les femmes, peuvent se retrouver facilement en ce trio dirigeant, également en les valeurs que prône désormais le parti l'Union progressiste, le renouveau, et le renouveau parce qu'il s'agit désormais d'un renouvellement de l'offre politique à la classe politique. Avec cette formation politique, les choses vont toujours vite et certainement se font dans les règles de l'art. Au lendemain de cette fusion, l'administration du parti a mis les bouchées doubles sur instruction du président Diogbenou pour déjà le dépôt du dossier portant déclaration de fusion et de demande de récépissé provisoire au niveau du ministère de l'Intérieur. L'administration est au travail actuellement pour constituer le dossier complet à déposer au ministère donc, de l'Intérieur. Et cela entre dans le cadre donc, des dispositions de la loi, de la charte des partis politiques qui exige à un parti politique de déclarer au ministère de l'Intérieur toute modification dans ses structures et autres. Et donc ce que nous faisons actuellement à l'Union progressiste 24 heures après la cérémonie officielle de déclaration donc, de notre fusion, nous constituons donc le dossier à déposer. Un dossier qui sera constitué de certains éléments, certaines pièces, certains documents, à savoir l'accord signé entre l'UP et le PRD pour aller en fusion. Nous aurons les nouveaux statuts de l'Union progressiste, le renouveau. Nous aurons les procès verbaux des deux partis qui sont allés en fusion, les instances des deux partis qui ont siégé, qui ont validé donc cette fusion. Nous aurons ces documents. Nous aurons le document portant PV de la première session du bureau politique de l'Union progressiste, le renouveau, qui a approuvé donc le bureau politique et la direction exécutive du parti avec les instances dirigeantes, avec le présidium du parti. Et bien entendu, à ces documents s'ajouteront les listes de présence des séances tenues de part et d'autre. Et la lettre maintenant de déclaration de fusion des deux partis. Et je pense que c'est cet ensemble qui sera déposé au ministère de l'Intérieur et aura comme objet donc déclaration de fusion et en même temps demande de récépissé provisoire de fusion donc des deux partis politiques. Voilà le processus administratif qui se mène au niveau donc de l'Union progressiste, le renouveau. Dans le même temps, la structure technique du parti s'active pour mettre au goût du jour les différents sièges de la formation politique, bien évidemment aux couleurs du nouveau logo. La structure technique chargée de cet aspect est à pied d'œuvre et nous allons changer les logos au sein de nos différents sièges. Vous constatez dans l'accord
hier que le siège de l'UP est à Porto-Novo. Nous ferons les diligences qu'il faut pour transformer les sièges, le siège national, les sièges départementaux pour que d'ici quelques heures, quelques jours, que vous puissiez constater au niveau donc de nos différents sièges l'affichage de notre logo UP Le Renouveau. L'aboutissement de cette union n'a laissé personne indifférent, tant l'acte était improbable, mais ils l'ont fait et ce sont les militants qui applaudissent les premiers. Vous voyez déjà qu'en se mettant ensemble, c'est parce que nous avons une vision très grande de faire valoir et de prouver au peuple béninois que notre parti est le plus grand et le plus fort qui va amener beaucoup de députés à l'Assemblée nationale. Nous n'en doutons pas. Une force s'ajoute à une autre dont les résultats sont déjà connus et c'est le moment de vraiment montrer que notre parti est le plus grand. Parce que nous aspirons à la conquête du pouvoir. En 2026, si nous sortons grand en 2023, il est évident que nous puissions gérer ce pays. Je suis très heureux. Moi, je suis de l'UP. Et le président envoyé est un ami personnel. Donc le mariage d'aujourd'hui, là, je suis très heureux. C'est un pas en avant pour notre pays. La formation, la naissance de grandes formations politiques, c'est la condition pour le développement de notre pays, pour le progrès. Les rancœurs qu'il y avait au niveau des communes, au niveau de la base, ces rancœurs-là sont dissipés. Donc vous avez vu tout à l'heure, on s'embrassait avec les anciens membres de l'UP et aussi nous, du PRD. Donc UP et l'UP, le renouveau, ça a uni tout le monde. Donc c'est une grande joie qui m'anime et j'invite nos militants à la base, avec aussi les militants de l'UP à la base, de s'entendre pour aller de l'avant, de s'entendre pour bâtir le jeune parti et l'UP, le renouveau. L'effervescence passée reste maintenant à relever les défis. Selon le maire de Porto-Novo, membre de la direction exécutive nationale du parti, la formation va maintenant se lancer dans d'autres quêtes pour le renforcement de sa base. Vous savez, avec ce mariage, on est devenu plus fort. A priori, nous n'allons pas nous donner le luxe d'une suffisance qui pourrait nous surprendre. Mais mathématiquement, théoriquement, on peut supposer que l'UP, le renouveau, a plus de chances que n'importe quel autre parti pour faire mal sur le plan national et plus particulièrement dans l'Oumé où nous sommes ici. Donc nous sommes rassurés et que vraiment au regard des initiatives, de la dynamique en cours au niveau de l'UP et le renouveau, avec à la tête son président, le professeur Joseph Fifamen Diogbenou, et nous irons très loin. Notre souci n'est pas la majorité, mais notre souci c'est d'être hégémonique. Et ça c'est la vision même de nos responsables à la tête. Et c'est ce qui nous amène à vraiment faire célébrer le mariage dont on vient de parler. Et nous espérons que vraiment avec les défis qui sont les nôtres en termes de conquête du terrain, les contacts que nous allons prendre les jours à venir pour le renforcement de la base nous permettra d'élargir davantage notre base politique. Et les citoyens de la ville capitale, fiefs connus du PRD, sont convaincus de cette hégémonie de l'UP, le renouveau, à l'issue des prochaines joutes électorales. Ça peut changer beaucoup de choses. L'union fait la nation. Donc dès que les deux partis sont ensemble, ça va beaucoup changer le pays. Oui, c'est une bonne chose pour le PRD, puisque le PRD n'a pas perdu tous ses attributs, parce que dans le nom du parti, il y a le parti du renouveau démocratique, le renouveau est resté, UP et le renouveau d'abord. Et maintenant le siège national du parti est consacré au siège du parti PRD qui est à Iriakari.
Oui, ça va de l'intérêt du PRD. Ça veut dire que le PRD se retrouve en forme dans cette union-là. On souhaite que ça amène beaucoup d'avantages infrastructurels dans la ville de Porto Novo et puis aussi sur le plan politique, social et intellectuel aussi, que ça apporte beaucoup de choses. C'est ce que nous souhaitons. Oui, ben, le renouveau est toujours là. Le siège est toujours le siège. Ça, c'est déjà bon. Parce que le nouveau PRD n'est pas quitté. Mais le renouveau est toujours là. Et le nouveau, c'est ça qui est important. Vous voyez, donc le siège est là où ça est. Ça prouve qu'il y a eu une bonne coalition entre les deux partis. Et ça a un avantage pour le PRD aussi. L'UP Le Renouveau veut asseoir son hégémonie et obtenir le titre du plus grand parti politique du Bénin. Le premier test se fera le 8 janvier prochain. Le rendez-vous a d'ailleurs pris depuis plusieurs mois déjà. Cet accord entre l'UP et le PRD a remis sur table la nécessité de la mise ensemble de l'opposition. Un projet semble exister dans ce sens et se fera apparemment sans la formation politique du chef de file de l'opposition. Mais pour quel impact? C'est FCBU qui avait initié. À un moment donné, il y a rupture. Et les autres se sont mises maintenant à l'écart pour mettre en place ce qu'on peut appeler aussi cadre de concertation ou bien une formule de mise ensemble pour aller aux élections. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'ils ont compris, ils sont en train de comprendre la pertinence de ce que l'environnement aujourd'hui n'est plus favorable à aucun parti politique tel qu'ils existent actuellement de se dire j'irai aux élections et je vais atteindre le seuil de représentativité. Donc ça, c'est déjà un bénéfice. Si peut-être même déjà en petit groupe, ils commencent à se mettre ensemble, c'est déjà bien. On ne peut pas forcément faire l'union avec tout le monde de cette façon. Maintenant, comment se mettre ensemble? Les uns et les autres ne peuvent pas se voir en victime. Il n'y a pas de victime dans cette affaire-là. Si les autres ne veulent pas faire avec FCBE, ils ont forcément leur raison. Les FCBE ne peuvent pas donc se voir en victime de quoi que ce soit. Ils vont simplement trouver en fait des stratégies. Les autres sont dans une vision quelque peu de ne pas se tromper d'alliés. Si aujourd'hui, dans tous ces partis d'opposition, s'il y a un leader assez charismatique qui puisse en réalité créer cette conscience collective et rassembler tout le monde, ça va peser lourd. Et ça pourrait même obliger, pourquoi pas, certains partis de la mouvance à également évoluer comme l'UP Le Renouveau ou à chercher à fusionner avec l'UP Le Renouveau. Donc c'est pour dire il faudrait que les partis d'opposition, enfin les partis de l'opposition aujourd'hui fassent tout en réalité pour chercher ce consensus-là ou ce leader-là ou cette manière-là pour pouvoir en réalité se mettre ensemble. Sinon, ce qui va se passer, ce qui risque de se passer, vous voyez, l'UP s'est déjà renforcé, tout comme le PRD. Et ça, c'est normal avant chaque compétition. Même en football, il y a le mercato, on se renforce, même quand vous êtes fort. Donc, s'ils ne se mettent pas ensemble, ils risquent de perdre les élections. Et je pense que en réalité, il n'y a plus beaucoup de temps et il faudrait qu'ils agissent vite et que les divergences soient mises de côté pour, en réalité, des accords suffisamment. S'ils ne font pas vite, ils seront dans les atermoiements, ils seront dans les tergiversations et ils seront pris à leur propre piège. Et du coup, on aura encore des élections législatives sans l'opposition. Et on va dire que c'est un parlement monocolore. Non, mais je pense qu'ils ont intérêt à vite prendre conscience de la chose et de la gravité de l'heure et agir en parfaite cohésion pour avoir une force de représentativité pour que l'opposition puisse se retrouver au Parlement en janvier 2023. Prochainement, leur rentrée et bien d'autres informations à retrouver dans cette dernière séquence. Après plusieurs années dans la presse et la communication, Distel Amoussou entame une nouvelle marche. Le chroniqueur et analyste politique a décidé de faire son entrée dans la politique au Bénin. Vous savez bien mieux que moi que lorsqu'on est à la touche et qu'on voit les autres joueurs jouer ou les autres acteurs danser,
pour le monde du théâtre, lorsque vous voyez les comédiens jouer, on est prompt à critiquer, on est prompt à dire ce que les autres auraient pu faire. Et moi, j'ai fait cet exercice pendant 3 décennies. Et puis, je me suis dit, il faut aller au front, il faut descendre dans l'arène. Il faut faire ce que j'imposais pratiquement aux autres de faire. Faire par l'exemple, histoire de donner le temps aux autres qui restent à la touche de juger, de critiquer. Et je me suis lancé à travers un programme de rencontres avec les acteurs politiques majeurs de notre pays sous la thématique de la sécurisation des réformes du système partisan. De l'avènement du président Patrice Talon à ce jour, nous voyons ce qui se fait. Et ces choses-là n'ont pas pu se réaliser sans des réformes courageuses. Des réformes qui l'ont rendu à un moment donné impopulaire. Il a assumé. Et aujourd'hui, notre pays se distingue à tous les niveaux. Au niveau culturel, au niveau sportif, au niveau des infrastructures, au niveau de l'économie, au niveau de l'éducation. Donc, j'ai enclenché une sorte de plaidoyer politique au niveau des acteurs majeurs pour que ces réformes-là soient sécurisées en tant que socle de notre développement. Je suis allé en premier rencontrer et discuter avec le chef de file de l'opposition. Je n'ai pas fini parce que je vais rencontrer les présidents d'institutions. Je ne saurais parler et mener cette démarche sans aller voir, par exemple, le Conseil économique et social. Je ne saurais enclencher, n'est-ce pas, et finir cette tournée sans aller voir le président de l'Assemblée, sans aller échanger un moment avec le médiateur de la République. Donc, c'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que je ne vise pas en premier ou dernier ressort que les présidents de partis politiques. À la fin donc de ce périple, je ferai une déclaration politique. Cela sera annexé d'un rapport que je vais produire, que je me ferai le devoir de soumettre au président de la République. Comment se préparent les nouveaux bacheliers pour entamer leurs études universitaires? Nombreux ont déjà tranché, ils connaissent leur filière, d'autres sont encore dubitatifs, perdus dans la pluralité de filières disponibles. Pourtant, ils doivent faire un choix. J'ai fait le choix de 2 filières, l'agronomie et la gestion. J'ai fait déjà mon choix de filière et ce que je désire faire, c'est la gestion commerciale. Je dirais que c'est une passion pour moi, la gestion. C'est pour ça que j'ai précisément fait la G de la comptabilité. Le numérique, c'est une filière qui me passionne. J'ai choisi l'expert comptable. J'aimais informer les gens, donc le journalisme, c'est un métier que j'aime beaucoup, donc j'aimerais bien faire le journalisme. L'administration générale qui se fait à l'ENAM. Pour aider ceux qui ne savent pas encore quelle filière embrasser, des sites d'orientation sont ouverts un peu partout sur le territoire. Sur celui du campus d'Abomey-Calavi, les nouveaux bacheliers sont fréquents, confie ici le responsable des études universitaires du rectorat. Pour certains nouveaux bacheliers, ils sont déjà bien renseignés parce qu'ils ont au préalable pris soin de lire le guide d'orientation édité à leur intention. Donc pour cette catégorie de bacheliers, quand ils viennent nous voir, c'est pour avoir plus d'éclaircissement sur certaines filières. Par exemple, lorsqu'on choisit telle filière, ça donne sur quel débouché, c'est-à-dire quel métier finalement on peut exercer après avoir choisi telle filière. Donc ces précisions-là, nous leur donnons cela. Chaque bachelier va introduire dans la plateforme, sur la plateforme aprèsmonbac.bj, ses coordonnées. Eh bien, les moyennes qu'il a obtenues seront mises en concurrence avec les moyennes des autres bacheliers qui choisissent les mêmes spécialités. Et au terme du classement qu'on va faire, en fonction des performances, les bacheliers sont classés. Donc nous, on aide un tel bachelier à voir ses forces, à voir où est-ce qu'il a eu de bonnes moyennes de classement et on va lui dire si c'est en médecine, si c'est en pharmacie,
pour celui qui a un bac scientifique, si c'est même à l'école d'administration, à l'école d'économie ou en agronomie, donc en fonction de la spécialité face à laquelle il a une forte moyenne, on va plutôt l'orienter vers ce choix-là. Un réseau des managers et agents d'artistes du Bénin existe désormais au Bénin. Il a été créé pour restaurer l'image des artistes. Au thème des travaux, Auguste Amoussou a été élu président du REMA et mettra en place un bureau pour exécuter ce mandat. L'homme maîtrise la tâche et est d'ailleurs impatient de relever les défis. La mission sera difficile, mais pas impossible. Et je voudrais compter sur vous tous et vous rappeler ceci. La situation que vivent aujourd'hui les artistes, chers managers, je voudrais vous rappeler que nous sommes à 80% responsables à cause de notre position d'imposteur ou d'imposture. Il est temps que nous révélons de grands défis pour permettre à cette corporation de mieux vivre. Pas pour notre bien, mais pour le bien des artistes et à travers les artistes, notre bien. Et pour atteindre ces objectifs, le bureau exécutif est exhorté à l'honnêteté dans le travail. Je demande aux uns et aux autres de bien vouloir mettre la main sur ces mots. L'amour du travail, la rigueur et la promptitude. Si vous êtes prompt dans vos actions, les gens vont vous respecter. Nos artistes ont besoin de managers expérimentés, qualifiés, rompus à la tâche. Des managers qui savent pourquoi ils sont là. Les managers qui savent comment travailler en cohésion avec l'artiste, avec les partenaires pour sauver, pour améliorer la carrière de l'artiste. Et je voudrais demander, prier les responsables du REMA à penser à la professionnalisation en passant par la formation des acteurs du secteur. On est dans un monde qui est absolument structuré. On est dans un contexte où la professionnalisation est importante et où justement la division du travail est également importante. On ne peut jamais concevoir la vie d'un artiste sans cet appareillage professionnel qui se déploie autour de lui. Madou la Daronne célèbre ses 26 ans de parcours dans l'arène musicale. Elle a convié ce 20 août le public à un spectacle live riche en tableaux culturels qui a tenu en haleine les invités. Grande voix de la musique béninoise qui nous est revenue et qui j'espère va revenir définitivement pour encadrer les jeunes qui montent. Vraiment on en est fiers. On ne l'a jamais oubliée, elle est sur l'album de anthologie de la musique béninoise. Une artiste qui, à un moment donné, a su, par nos émotions, nous amener à mieux aimer notre patrie à travers ses chansons pour la paix au début et après les autres chansons dansantes. Ben, c'est la joie de participer à un spectacle live. C'est très important. On n'est pas en train de nous jouer de la musique dans les magnétos. On est en train de jouer directement en live et c'est ce qui est bien. L'artiste, qui a démarré sa carrière en 1996, est connu pour son titre culte dédié à la paix. Madou est aujourd'hui reconnaissante pour ses 26 années de carrière. Je suis la femme la plus heureuse. C'est vrai qu'il y a très longtemps, j'ai fait un live au Bénin et aujourd'hui je me retrouve sur la scène avec des musiciens, avec des jeunes sœurs et frères sur la même scène en live. Vous avez vu le public, vous avez vu un peu comment ça s'est passé. Hein? Donc ce public choco, on dit chez nous, connaisseur connaît, Gaou passe. En tout cas le public a été top. Le public a été à la hauteur, c'est le public normalement béninois ça. Il apprécie, il s'est apprécié, il s'est vraiment apprécié. Et c'est le vrai public que j'ai eu ce soir. Ce sont des gens qui m'aiment, qui ont aimé ma musique, qui sont là ce soir. Au chapitre sportif, les écureuils tchoukboleurs, sacrés champions d'Afrique, ceci après leur écrasante victoire 65-46 en finale face à leur homologue du Cameroun. À l'issue de cette compétition disputée en Ouganda, le sélectionneur national ainsi que le président de la Fédération nationale de tchoukbol sont plus que satisfaits. Ce sacre est le fruit d'un long processus de préparation qui a débuté depuis plusieurs années. Il n'y a pas eu un autre secret autre que le travail.
Et on était dans une poule très relevée avec le Cameroun, le Kenya et la Tanzanie. Et en match d'ouverture, on a croisé le Cameroun qui nous a battus 50 à 54. Donc on a appris de ce match d'ouverture qu'on devrait aborder la compétition avec beaucoup d'humilité et revenir sur ce que nous avions fait comme travail. C'était essentiellement axé autour des aspects défensifs. Donc c'est sur cette base de défendre premièrement que nous avons abordé les autres rencontres pour préparer progressivement cette victoire qui a été une victoire pour notre part éclatante avec presque 20 points de différence avec l'adversaire qui nous avait battus d'entrée. Je compte parmi les personnes les plus heureuses aujourd'hui en République du Bénin à cause de ce que le Tchoukbol a pu réaliser. Parce que cette discipline que nous avons fait l'effort d'introduire au Bénin depuis plusieurs années, aujourd'hui commence à rapporter des trophées pour la nation et pour nous, c'est une grande fierté. Je voudrais d'abord dire mon satisfait par rapport aux autorités. D'abord, globalement, la démarche du gouvernement du président Talon à l'égard du mouvement sportif. On voit qu'il y a un travail, on voit qu'il y a une vision. Et on voit que l'autorité, la première autorité en charge du sport, c'est-à-dire le ministère, et nous accompagne, nous les fédérations. À l'endroit globalement du peuple béninois, nous attendons que le peuple béninois nous soutienne. Le tchoukbol est une discipline très peu connue du public. Ceux qui maîtrisent les règles de ce jeu se réjouissent des performances de l'équipe béninoise et à leur tour appellent à prendre au sérieux cette discipline. C'est heureux de savoir que le Bénin est champion d'Afrique de tchoukbol, même si c'est un sport peu connu dans le monde, mais il ne faut pas minimiser ce trophée, il ne faut pas minimiser ce sacre. Quoi qu'on dise, le Bénin n'était pas à Kampala, en Ouganda seul. Le Bénin a affronté d'autres pays comme le Kenya, le Cameroun, le champion d'Afrique en titre, et d'autres pays comme l'Ouganda, le pays organisateur. Donc c'est très bien qu'on rentre au Bénin avec un trophée, qu'on sache que dans cette discipline qu'est le tchoukbol, le Bénin soit sacré champion. Évidemment, en tant que Béninois, on est fiers de savoir qu'on a quand même des disciplines dans lesquelles nous excellons, nous tutoyons, nous sommes quand même au sommet sur le plan continental, même si dans d'autres disciplines ça ne va pas. On sait quand même qu'on peut s'épauler sur ces disciplines désormais et on est fiers de savoir que nous sommes, en ce qui concerne le tchoukbol, désormais nous sommes sur le toit africain. À défaut d'avoir quelque chose de potable et de bien ordonné dans le football, au moins ils ont pu décrocher cela pour le bonheur de nous Béninois. Ça a permis quand même de rehausser l'image du Bénin parce que depuis plus de 72 heures, le Bénin est champion d'Afrique dans cette discipline sportive. Et il faut avouer que les athlètes sont à encourager. On doit les encourager et les accompagner davantage pour qu'ils puissent mieux faire. Parce que tels qu'ils sont, on les a accueillis hier à l'aéroport, ça allait de rien. Ça aurait été le football, on aurait pu les accueillir mieux. Le défi est de conserver ce titre, de faire de telle enseigne que le Bénin gagne encore un autre trophée, conserve son titre, et pourquoi pas gagner plus de trophées dans cette discipline et dans ce sport. Nous sommes champions d'Afrique d'Eric Olagun, une victoire à savourer, on va dire. À savourer, comme les journalistes sportifs l'ont dit, il ne faudrait pas minimiser ce trophée-là, bien que le tchoukbol ne soit pas vraiment une discipline très connue. Vous la connaissez, vous? Moi, je l'ai connue cette semaine d'ailleurs, après le trophée, donc ne minimisons pas. Si c'était le football, l'accueil serait mieux ou meilleur à l'aéroport. Donc, c'est quoi vous appelez accueil mieux? Ils ont été reçus à l'aéroport. Ils ont été reçus. Ce qui a été fait, ce qui se fait comme le football, comment vous appréciez Pas du tout. Si c'était le football, c'est peut-être que la nation serait derrière eux ou il y aurait du monde à l'aéroport, ce que nous n'avons pas vraiment constaté pour cette discipline. Peut-être que les entraîneurs ou autres pourraient aussi faire la promotion de cette discipline-là pour qu'elle soit mieux connue. Mais c'était quand même des Béninois qui étaient à l'aéroport d'Eric Olagun. Des Béninois, mais pas un grand nombre. Disons-nous la vérité.
L'arrivée des Béninois, je pense que c'est l'essentiel. Et puis certainement, on va parfaire l'organisation. Nous allons nous projeter pour le reste de cette matinée. Destination prochaine, c'est bien évidemment l'entretien qui reçoit aujourd'hui Ernest Sossou, directeur de cabinet du ministre des Sports et également membre du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau. Nous allons parler de l'après-fusion, bien évidemment, des défis, des législatives et bien d'autres sujets. Une attente particulière d'Éric Olaogon? Oui, mon attente, c'est de savoir qu'une chose est de se mettre ensemble, l'autre chose est de tout faire pour rester ensemble. Quelles sont les actions qui sont menées dans ce sens pour une bonne cohabitation entre les membres des deux défunts partis, je vais dire. Et donc, nous allons, avec l'invité, en savoir un peu plus sur cette fusion-là. Toutes les questions que vous aurez dans vos cœurs, sachez que nous les avons prévues déjà par ici. Nous les poserons à l'invité et il nous donnera de bonnes réponses certainement. Alors après l'entretien, ce sera le duel, comme je le disais, sera une nouvelle diffusion de celui du dimanche dernier. Et après le direct de l'hebdo des éditorialistes, vous allez nous rappeler rapidement vos invités et les thématiques à aborder avant qu'on n'installe notre invité qui est déjà là. Nous allons parler de l'âge et de cette situation qui se pose au niveau de l'Union des professionnels des médias du Bénin. C'est un sujet qui concerne la corporation. Nous allons en discuter. Deuxième sujet, ce sera les préparatifs de la rentrée. Nous reviendrons sur le séminaire du Conseil national de l'éducation et bien d'autres contours en matière d'éducation. Nous parlerons également sport. Vous serez avec nous pour mieux comprendre et pour discuter de tous ces sujets-là. Je serai avec Constant Yawedou de Radio Planète, Adrien Chomakou de Fraternité et puis Bonaventure Agmon de Bénin Intelligent. Voilà donc, mesdames et messieurs, mais avant 12h30, l'heure de l'hebdo des éditorialistes, ce sera plutôt maintenant l'entretien avec notre invité. Nous allons donc nous mettre en place pour ces échanges. À tout de suite donc.